Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Je suis ravi de vous retrouver. Je ne suis pas seul, comme vous le savez. Chaque semaine, Théophile Messer est là aussi. Il est un petit peu palo. Il a mal vécu The Decision 2, mais surtout, il est en plein bouclage, le pauvre. Donc, vous allez le voir, il a une petite mine, mais il est là. Comment ça va, Théo? Eh ben écoute, ça va, tu sais, le bouclage c'est toujours bien speed, c'est des nuits courtes, des journées bien remplies, mais je suis ravi de te retrouver et je suis ravi aussi de pouvoir présenter notre invité, Rémi Reverchon. Alors à plusieurs raisons pour lesquelles je suis ravi de te retrouver. Rémi, tout d'abord parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est l'un de mes anciens coéquipiers avec qui on a fait vraiment des joutes assez sympas, des saisons très cool. Par ailleurs, c'est un journaliste émérite que vous connaissez forcément, l'une des voix de la NBA et du basket en France depuis plus de 10 ans maintenant. Et enfin, parce que on vous l'annonce ici, il nous a fait le plaisir d'accepter d'être le rédacteur en chef exceptionnel du nouveau MOOC de Rivers. Vous avez dû recevoir la newsletter ou voir les news passer, un MOOC spécial French Touch, et on s'était dit, bah, qui d'autre serait mieux placé que Mister So French Prod en personne, Rémi Reverchon. Comment ça va, Rémi? Salut Captain. Eh oui, parce que les gens doivent savoir quand même qu'est-ce qu'on a joué ensemble, mais t'étais mon capitaine surtout dans l'équipe où on joue ensemble. Salut Pierre Armand, salut tout le monde qui nous regarde. Bah, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis hyper flatté que vous ayez pensé à moi pour vous servir de rédac chef exceptionnel pour le MOOC. Donc je suis content qu'on puisse parler basket. Eh oui, parce qu'on a parlé de Rémi, voix du basket, on a parlé Rémi, rédacteur en chef du MOOC, mais on vous reçoit Rémi, auteur aujourd'hui, bien évidemment aussi, pour la sortie de ses deux derniers bouquins. Alors, il s'est dit, un, ça va pas suffire, on va en faire presque deux d'un coup. Le livre sur Jacques Monclar, bien sûr, et un livre sur quelque chose qui le touche encore plus que Jacques Ah voilà. Monclar, c'est-à-dire la bonne bouffe, le road trip food qui vient de sortir. On s'imagine que double session de dédicace. Je crois que ça s'est passé il y a une dizaine de jours sur Paris en plus. Il y avait beaucoup de monde qui est venu te voir. On va pas te dire lequel de ces deux bébés est ton préféré. On va pas quand même te poser ce genre de questions. Mais est-ce qu'il y en a un qui t'a donné plus de plaisir à faire que l'autre, ou peut-être qui a été plus compliqué à faire que l'autre? C'est une bonne question, ça. Alors, mes deux bébés, bah oui, je vais pas choisir entre mon père et ma mère, hein, je les kiffe tous les deux. Alors, pour ceux qui savent pas trop, bonjour, bonsoir, c'est la Bio Jack, hein, sa vie, son œuvre en tant que joueur, parce que les gamins d'aujourd'hui ne le savent pas, mais ça a été un joueur exceptionnel, en tant que coach, et en tant que, bien sûr, que personnalité média, ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça, c'est un livre de recettes pour lequel je me suis associé avec un pote chef cuistot qui s'appelle le chef Simon Sottocorno, un Italien qui vit à Antibes en France, qui a son resto là-bas, mais qui a longtemps vécu à New York, donc qui a un peu cette culture américaine, et ça matchait bien, et du coup on a fait les recettes typiques des grandes villes de NBA aux États-Unis. Et le road trip food, en fait, c'était mon bouquin coup de cœur parce que c'est mon petit péché maléfique. La food, moi, j'adore ça. Voilà, j'aime manger. C'est pour ça que je me tue au sport à côté parce que il faut compenser les excès de bouffe. Et après, alors ça, c'était un vrai coup de cœur à faire. Mais je pense que le vrai kiff un peu plus profond, un peu plus deep, c'est écrire la bio de Jack, quoi. Pour ça, je veux dire, on a passé des jours et des jours ensemble, téléphone posé là sur l'enregistreur, avec à discussion. Tu vois, Jacques qui me racontait sa vie, ses anecdotes folles, tout ce qu'il a vécu. Et il a vraiment vécu mille vies. Et après, bon, j'ai passé des centaines d'heures à retranscrire tout ça, à faire un peu le ménage là-dedans, parce que les idées de Jacques, elles partent aussi dans tous les sens. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il faut remettre un peu d'ordre là-dedans pour que ce soit lisible et intelligible. Mais voilà, plus de profondeur, je dirais, dans le bouquin de Jack, et plus de kiff primaire dans le road trip food. Et j'ai quelques mots sur le bouquin que tu as écrit avec Jacques. C'est vrai que, bon, alors, toi, tu le côtoies quotidiennement. Moi, ça fait quand même un moment qu'on se connaît assez bien, que il a une chronique d'ailleurs dans chacun des numéros de Rivers. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de le croiser parce que c'est quelqu'un dont la passion pour le basket est immense et tu peux autant parler d'un match de presque de U13 ou de National 3 que du plus haut niveau. Et c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est vraiment le genre de personnage, tu poses une question anodine et derrière, il a une histoire incroyable dont tu n'as jamais entendu parler, des anecdotes folles, tu te rends compte qu'il était là, je sais pas, que ça soit à un entraînement des Knicks, alors que ta question était même pas du tout là-dessus, tu te rends compte que lui, il est connecté quand même à la chose dont tu veux lui parler. Comment t'as réussi à faire le tri dans tout ça et à organiser un petit peu ce bouquin? Bah, c'est marrant ce que tu racontes là parce que c'est un peu ce que j'ai vécu avec Jacques. En fait, c'est la jeunesse de ce bouquin, c'est-à-dire que bah vous savez qu'on a de la chance de travailler ensemble depuis 13 ans maintenant, de passer du temps ensemble, alors en plateau, même si c'est plus speed en général, mais surtout quand on se déplace. On fait les finales NBA chaque année, les All-Stars sur place chaque année.
Et donc, tu passes du temps ensemble, tu vis ensemble, tu passes du temps à l'aéroport. En plus, moi, depuis 4-5 ans, comme je trouve que le groupe vit bien, comme on dit, j'avais décidé d'instaurer un truc, c'est qu'au lieu d'être chacun dans notre chambre d'hôtel quand on va sur place, un peu en mode soliste, quand on va au All-Star Game, chaque fois, je m'occupe de réserver aux frais de billet, bien sûr, mais je m'occupe de réserver une maison Airbnb. En fait, on vit tous dans la même maison. Donc, tu vois, typiquement, là, le All-Star 2024, on était à San Francisco, on se loue une grande maison à San Francisco, on a chacun notre chambre dans la maison, mais je veux dire, on prend le petit-déj tous ensemble et tout, c'est cool. Et donc, tu te retrouves à passer des moments de vie avec ce mec-là, et il raconte des histoires à chaque fois quand t'es en train d'attendre ton avion en salle d'embarquement, ou le matin, quand il prend son café, il te raconte comment il s'est retrouvé à défendre sur Michael Jordan au JO 84, tu vois, et donc moi j'en pouvais plus au bout d'un moment à chaque fois, mais j'étais sur le cul, tu sais, je le regardais, je buvais mon petit smoothie là en l'écoutant, je me disais mais Jacques, putain, mais c'est pas possible en fait. Enfin, moi je suis ravi que tu me le racontes, mais il faut que tout le monde soit au courant de ces histoires, quoi. Et donc petit à petit, je l'ai un peu tanné, il a fini par se décider à y aller, quoi, et on a lancé le bouquin. Mais oui, alors en fait pour répondre à ta question, la construction du truc, ça a été qu'au début, je lui ai dit bon, Jacques, faut qu'on mette un plan. Moi je suis un mec un peu carré comme ça, je dis vas-y, là on prend 2 heures et tu me sors les 20, 25, 30 histoires qui te semblent les plus folles de ta vie et qui méritent d'être racontées. Et après, on fera les histoires une par une, au lieu de partir dans tous les sens, etc. Et donc, on s'est fait notre petite liste qui est en fait vraiment le sommaire du bouquin là que vous avez dès le début. Et c'est cool du coup parce que donc on a organisé ça de manière un peu chronologique. Mais en gros, c'est la carrière de joueur en premier. Donc, il me raconte un peu sa naissance, ses débuts dans le basket, etc. Les JO de 84 de Los Angeles quand il a joué contre les États-Unis. Il me raconte sa rencontre avec Magic Johnson. Il me raconte des trucs comme ça. Après, il y a la carrière de coach, comment il est devenu coach, ce que ça voulait dire pour lui d'être coach, etc. Et puis, il y a les années médias derrière, les années RMC, les années Canal+, les années beIN, évidemment. Et puis il termine par un petit, ce qu'on a appelé, je l'ai bien aimé ce chapitre, un plaidoyer pour le basket de demain, où il nous donne en fait sa vision du basket à long terme. Mais voilà, l'idée c'était surtout de faire un tri dans les histoires, parce que sinon, je veux dire, j'aurais pu en faire 150 des chapitres avec Jacques. Mais comme tu dis, Théo, c'est un amoureux du basket, Jacques, mais c'est un amoureux de la vie tout court. Il y a 1000 choses qu'il aime, dont il aime parler, que ce soit la NBA, que ce soit le journalisme, etc. Mais on sent quand même qu'il y a son grand amour. Enfin, Rémi va peut-être nous le confirmer. On sent que c'est l'équipe de France. C'est porter ce maillot. Parler de ce maillot, raconter ce maillot parce qu'il le raconte de manière assez incroyable. Ça a été le gros chapitre de l'équipe de France. Et tu parlais du basket de demain sur la manière dont il imagine la suite. Ouais, non, mais t'as raison. Alors Jacques, moi, il m'a appris un milliard de trucs en vrai, mais il y a deux. Il y a deux coups de cœur qu'il a développé en moi. C'est un coup de cœur pour l'olympisme. Ce que veut dire l'olympisme, la notion des sports olympiques, vous savez, moi, alors ça a fait marrer tout le monde, mais j'ai eu la chance de faire un petit peu d'aviron, un peu par hasard dans ma vie, là, en gagnant une compétition à la con sur des rameurs, parce que je fais du crossfit et tout. Je me suis retrouvé sur des bateaux d'aviron. J'ai bien aimé ça. Et Jacques, il avait eu des paroles cool avec moi. Il m'a dit, tu sais, l'aviron, c'est un sport noble. C'est un sport olympique, historique, qui a de l'histoire, etc. Et il a développé en moi ce goût de tout ce qui est olympique, en fait, la beauté du sport, en fait, elle est magnifiée par les Jeux Olympiques tous les 4 ans, et ça, lui, il l'a bien ancré en lui. Et la deuxième chose, c'est l'amour du maillot bleu, t'as raison, qu'il n'y a aucun maillot qui surpasse ça. Mais moi, ça, je l'avais toujours un petit peu senti en moi. Tu sais, on fait en plateau avec NBA Extra, on fait souvent un peu les cons. Jacques, il aime les Knicks, moi j'aime les Lakers, on se chambre un petit peu. Tu vois, Marie, elle aime les Warriors. Voilà, on se chambre tous un petit peu à droite à gauche, etc. Quand ça gagne, ça perd, etc. Mais la réalité, moi, je vous le dis honnêtement, c'est quand les Lakers ils sont sortis en playoff, je pleure pas, hein, je verse pas une larme. Par contre, quand l'équipe de France elle fait son Euro de merde de cet été, là, par contre, ça m'emmerde. Et c'est vrai qu'en fait. Moi, la seule équipe de basket pour laquelle je vibre réellement désormais, c'est l'équipe de France. Et ça, Jacques, il l'a en lui, c'est ancré en lui parce qu'il a porté 201 fois ce maillot, hein, quand même. C'est vraiment un truc exceptionnel et qu'on verra sans doute plus aujourd'hui parce qu'avec la NBA, les joueurs vont moins en équipe de France, etc. Donc voilà. Et j'ai oublié, pardon, tu avais une deuxième partie de question, du coup, je l'ai oublié. Non, mais c'était ça, c'était sur la manière dont il voit l'équipe de France et qu'il l'a. Ah oui, le basket de demain. Oui, par rapport à la manière dont il envisage l'équipe de France aussi par la suite. Il a une belle vision là-dessus. Jacques, il est bon parce qu'il remet toujours les trucs en perspective. Et c'est vrai que quand, tu vois, alors, je sais pas, t'as quel âge, Pierre Armand, toi? Non, j'ai trop. Trop? Théo et moi, on n'est pas loin d'avoir le même âge. Un peu plus que Théo, un petit peu plus. C'est flatteur, mais j'ai plus que toi quand même. On n'est pas très loin. Et du coup, tu vois, alors, je sais pas du coup tout à fait ta génération, mais Théo et moi, moi quand je découvre le basket, l'équipe de France, je la kiffe, je la regarde, mais je leur manque absolument pas de respect. Mais dans les années milieu des années 90,
C'est un peu dur, hein, l'équipe de France. Mm. Pourtant, il y avait des bons joueurs, il y avait les frères Gadou, il y avait des mecs comme ça, mais Bien sûr. je veux dire, c'est une équipe de France qui gagne pas, vraiment. Et moi, pour moi, le déclencheur, c'est les JO 2000 avec Sydney, tu vois, où ça fait médaille d'argent, c'est exceptionnel, putain. L'équipe de France peut gagner des trucs, c'est fou, quoi. Et aujourd'hui, en fait, les gamins qui se mettent au basket, je pense à un gamin, je sais pas, de 18 ans aujourd'hui, 20 ans aujourd'hui, tu vois, qui il se dit, bah en fait, ça va, on a fait finale olympique il y a 4 ans, on a fait finale olympique l'an dernier, tu vois, ouais, on va faire finale olympique en 2028 à Los Angeles. Et Jacques qui remet les choses en place, fait attention les gars, ne soyons pas pourri gâtés, c'est pas donné à tout le monde de faire finale olympique, c'est pas donné à tout le monde d'aller aux Jeux olympiques, il y a que 12 équipes qui vont aux Jeux olympiques chaque jeu. Là, on est tous envie de voir Victor face à la prochaine génération ricaine face à Anthony Edwards et compagnie en 2028 à Los Angeles. En attendant, Victor, va falloir qu'il la qualifie l'équipe de France pour les JO. Et donc, Jacques, il a cette perspective, en fait. Tu vois, il remet les choses en place. Il y a rien de plus beau que le maillot bleu, mais il faut le respecter, il faut le mériter. Il faut faire gagner cette équipe, il faut mettre les ingrédients. Et alors après, on pourrait rentrer, on le fera peut-être tout à l'heure, dans les aspects purement basket. Jacques, il imagine plein de choses pour l'avenir du jeu du basket, en fait, qui sont passionnants aussi, quoi. Et C'est marrant que vous parlez. pardon Théo, juste Ouais, pour rebondir sur ce que dit Rémi, je te laisse la parole juste après. C'est vrai que le basket début des années 90 olympique, il est vampirisé complètement par les États-Unis, par l'histoire de la Dream Team, par les JO 96. Voilà, c'est en 2000 qu'on se dit tiens, on existe, nous, on est là, tu vois. Donc c'est vrai que je te Mais rejoins. ça va même plus loin que ça, tu sais, l'équipe de France, même dans les euros, elle performe pas. Oui, oui, On fait pas un quart de finale d'euro, on fait pas. Il y a même, je me souviens d'une période où il est question, tu sais, il y a ce qu'on appelle le championnat d'Europe B, c'est-à-dire des équipes entre guillemets de deuxième niveau en Europe, qui sont pour une fois que tu as passé à l'époque, ça devait être les 16 équipes, je pense, les meilleures européennes, les autres, elles allaient en championnat d'Europe B, et il était question que la France descende en championnat d'Europe B, tu vois. Donc c'était vraiment notre niveau dans ces années-là, quoi. Ah bon, on a dû en sortir quand Vincent Collet est revenu en 2009, si je me trompe pas. On était dans ce chapeau-là ou pas loin. Il a fallu cravacher pour revenir. C'est intéressant que tu parles de l'équipe de France et de Jacques Monclar parce qu'effectivement, dans le MOOC French Touch qu'on sort, on a un grand entretien avec lui justement pour parler uniquement d'équipe de France, ce que ça représente pour lui. Et moi, j'ai une petite anecdote qui est assez marrante. C'était, alors je me rappelle plus quelle était la compétition internationale. L'équipe de France jouait des matchs à Montpellier et il y avait un équipementier, voilà, qui avait invité certains journalistes à participer à un voyage de presse dont faisait partie Jacques Monclar. Et à un moment, en fait, il nous donne des maillots équipe de France, mais c'est Jacques Monclar qui les remet, en fait. Et moi, c'est hyper bête, hein, parce que je sais que j'y étais pas du tout là pour mes capacités, mes qualités de basketteur, mais j'ai été super touché, en fait. De me dire, c'est un maillot équipe de France qui m'est remis par Jacques Monclar. En plus, il avait eu quelques mots très sympas à mon égard, et j'avais été hyper touché parce que je mesure ce que ça représente pour lui. Et en fait, pour nous, fans de sport, c'est vrai que la manière dont on se construit sur l'olympisme, je te rejoins complètement, Rémi. Moi, c'est la compétition qui m'a le plus fait rêver depuis l'enfance, en fait, tellement c'est mythique. Tu connais les origines antiques même que ça. Et oui, et c'est intéressant avec Jacques, voilà, sa capacité à dézoomer, à remettre de l'humain en fait quand même au cœur du très haut niveau même. Ouais, t'as raison. Et surtout, c'est important. Alors, on va passer putain pour des vieux cons, mais c'est une époque où quand même, nous, on est dingue de NBA, mais on est dingue de basket en général. Mais quand tu suis la NBA, il faut accepter. Moi, je suis très pragmatique dans le monde du sport. Je sais qu'il y a des gens à qui ça fait mal, mais moi, je suis très pragmatique sur le côté sport business. J'ai acté le fait que de toute façon, maintenant, le sport pro est du sport business, que on va y arriver aussi en Europe. On est en train d'y arriver. L'Euroleague, la NBA Europe qui débarque, etc. Je sais qu'on aime toujours en foot voir le petit poussé qui arrive en finale de la Coupe de France, mais il va falloir, je pense, transitionner vers quelque chose qui sera un petit peu moins fréquent à l'avenir. Mais Jacques, il a cette capacité, t'as raison, à remettre de l'humain et surtout à remettre le sport au cœur du truc. C'est-à-dire que pour lui, t'as beau être en NBA, être millionnaire, être ce que tu veux, etc. Et c'est ce qu'il dit dans le bouquin. Il parle dans un chapitre, il appelle ça le secret du basket. Et en fait, c'est tout con. Je lui dis, c'est quoi le secret du basket? Il me dit, le secret du basket, c'est le collectif, c'est l'équipe, c'est apprendre à jouer ensemble. C'est les Spurs de 2014 qui font du beautiful basketball, à se passer la balle sans arrêt, à mettre 2 dribbles à peine pour marquer un panier. C'est exceptionnel. Ça, c'est du beautiful basketball. Ça, c'est le secret du basket. Et donc aujourd'hui, quand on voit, et ça le rend fou, Jacques, quand tu vois des équipes, alors cette année, on verra bien ce qui se passe, mais la saison dernière, quand tu regardes Charlotte jouer, quand tu regardes des équipes comme ça, putain, bah oui, la Melo Ball, ok, il est All-Star, il prend 40 millions de dollars par an, il fait rêver les gamins sur des highlights, très bien. Mais c'est pas ça le basket. Et Jacques, il veut remettre le basket au centre de tout, apprendre aux gamins à se passer la balle, apprendre les fondamentaux, apprendre ce genre de trucs, en fait. Et il est bon là-dessus, Jacques, parce qu'il a ce côté un peu, tu sais, espèce d'autorité, de contrôleur des travaux finis qui a un côté négatif quand tu dis ça d'habitude, mais qui là fait du bien. Et c'est notre cas aussi à NBA Extra, c'est que des fois, quand
bah, des fois, dans une saison un peu longue, tu laisses un peu aller, il arrive sur une émission, tu bosses un peu moins bien ou j'en sais rien, tu vois. Bah, lui, il est là, il remet un petit coup de collier. En général, ça fait du bien, quoi. Et je me dis que bah, Jacques, il est pas éternel, en tout cas à la télé. Un jour ou l'autre, il l'a dit, il prendra sa retraite, il prendra le recul et ce jour arrive bientôt, je pense. Et ben putain, ça va nous faire drôle. Alors nous, dans la Team NBA Extra, ça va faire drôle pour les gens qui regardent. Et je pense que ça va faire drôle pour tout l'écosystème basket, en fait, de perdre un peu cette espèce d'autorité au-dessus de tout le monde là, qui est Jacques. Mais justement, c'est une question que je voulais te poser. Tu parlais enfin, quand on parlait de Road Trip Food, finalement, il y a deux petits points communs avec Jacques. C'est tu dis ton chef d'Antibes. On connaît la relation de Jacques avec Antibes. Et surtout, Jacques, il aime bien bouffer. On va pas se mentir aussi. Quand vous partez comme ça, au final NBA, je sais que lui, c'est un moment qu'il adore dans l'année. Comment ça se passe? C'est lui qui chapeaute un petit peu tout le monde ou c'est toi qui gères ça? Lui se laisse porter, mais où il y a des moments où aussi, si la marmaille est un peu scandaleuse et, et un peu dissipée, ça recadre. Et bah option 2, c'est-à-dire qu'en vrai, moi alors c'est marrant sur la Team Bean là, quand on part au final, donc il y a ceux que vous voyez à l'antenne que vous connaissez, c'est-à-dire Xav, Votion, Jacques et moi. On a notre JRI, journaliste reporter d'image, qui est Renan chez Dotal, là, qui nous filme partout. Quand je fais mes interviews, c'est lui qui filme, etc., qui est notre réalisateur sur place, qui fait un taf monstrueux. Et on a toujours, ça change un petit peu de personne en général, ce qu'on appelle un chargé de production, c'est le technicien, si vous voulez, qui nous suit pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et parfois, on a notre rédac chef aussi, Stéphane Misselin, qui vient. Et donc, sur cette petite troupe-là, parce qu'au final, on vit ensemble pendant les finales, ça dure quand même 3 semaines à peu près, tu vois, à 6 ou 5. Et ben, c'est moi qui chapeaute tout. J'ai ce côté un peu géo, là, du Club Med pour la team, parce que, bah, ils savent que je connais bien les States. Et ils savent que surtout, j'ai cette curiosité. Moi, j'aime bien chercher des petits restos sympas. J'aime bien chercher l'hôtel cool, bien situé, etc., qui va nous plaire. Voilà, donc ils me font confiance là-dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, parce que moi je suis un peu un foodie, je kiffe essayer des restos, essayer la bouffe locale et tout ça. Et Jacques il me fait confiance là-dessus. Mais t'as raison, là où t'as raison, c'est que souvent, bon bah la première semaine quand t'arrives, tu te fais un peu kiffer, tu vas manger un burger sympa ici, puis des tacos sympas ici, puis des nachos là-bas, puis au bout de 4 jours, Jacques il me fait oh et tu m'emmerdes là, moi j'ai envie de bouffer des tomates et donc il va manger dans son coin, tu vois, il me dit non, ce soir je bouffe pas avec vous, je reste tranquille là, laissez-moi tranquille et ça marche comme ça. Mais ça c'est notre petite vie de groupe ça. C'est ça doit être bien animé quand même. Tu vois, j'imagine là la baraque, ça doit être. Je pense que t'as de quoi faire un autre bouquin avec des anecdotes et des trucs rien que sur ces trips. On sait que tu y as fait allusion tout à l'heure là. Nous, on s'est connus. Tu venais de partir aux États-Unis, je crois. On était à l'époque, il y avait Basket Session et le magazine Rivers, mais voilà, c'était il y a plus de 10 ans. Tu nous envoyais parfois tes petites pastilles vidéo. C'est là qu'on s'est connus. Après, on a eu la chance. Enfin, moi, j'ai eu la chance de jouer avec toi. Encore une fois, hein, cette équipe-là, j'ai vraiment kiffé cette équipe-là. Je sais que tu as dû arrêter le basket par la suite, mais pas le sport. Et moi, c'est là que j'ai découvert aussi à quel point tu étais un fan de sport au sens large, parce que finalement, quand on se voyait aux entraînements, on parlait surtout de basket. Toi, tu bossais sur Bein, etc. Je me rappelle très bien, tu parlais de l'aviron, je me rappelle très bien de tes performances sorties un peu de nulle part. Et depuis, tu fais du crossfit. Et toi, du coup, c'est ton rapport au sport, en fait, la question que j'ai pour toi, en tant que, soit dans la pratique, soit dans ton amour en tant que fan. C'est quelque chose que tu as eu depuis l'enfance, qui t'a été transmis. Et d'où ça vient, toi, ta passion pour le sport au sens large? Alors, moi, je dis toujours que mes parents, ils m'ont chacun, que j'adore, apporté leur lot de qualité. Et ma mère, par exemple, m'a appris à aimer les bouquins, à aimer à lire, à apprendre à écrire, etc. Mon père m'a appris l'amour du sport. Moi, c'est de lui que ça vient. Quand j'étais gamin, moi, les premiers souvenirs que j'ai de sport, c'est j'ai 5 ans. Le dimanche matin à 4 heures du matin, mon père qui vient me réveiller, et tu sais quand j'ai 5 ans, je suis tout petit, il vient me porter de mon lit et me poser dans le canapé à moitié endormi pour regarder le départ du Grand Prix d'Australie de Formule 1. Okay. Tu vois, ça c'est les premiers souvenirs que j'ai, regarder Ayrton Senna qui était ma première idole de jeunesse. Et après il m'a appris à jouer au ping-pong parce qu'il aimait ça, il m'a appris à aimer le foot, à aller voir des matchs. J'ai développé cet amour du sport grâce à lui. Et donc j'ai toujours eu ça en moi. Mais par contre, ce que j'ai développé plus tard dans la vie et peut-être plus tard après qu'on soit connus toi et moi j'étais amoureux du basket vraiment, mais j'ai développé en fait cet amour de la pratique sportive, c'est-à-dire de vraiment de se dépasser, de pousser son corps. Moi je l'admets, j'ai aucun souci, je suis totalement drogué, je suis totalement bigorexique, hein, je le sais, j'ai un souci, je dors moins bien les jours où je pratique pas, où je fais pas de sport, où je transpire pas. J'ai aujourd'hui un amour du CrossFit parce que j'apprends à me dépasser là-dedans et j'ai appris à aimer ce sport-là. Je le fais
5 fois par semaine, 6 fois par semaine, selon les semaines. Et le jour de la semaine où je fais pas de CrossFit, vraiment, littéralement, le soir, j'ai un peu de mal à m'endormir. Donc j'ai ce besoin-là en fait. Je fais du vélo, je fais plein de trucs à côté aussi. Je sais pas, j'ai des journées en fait moi qui sont. J'ai la chance d'être bien occupé, d'avoir des journées chargées entre BIN, les bouquins que j'écris, je bosse avec Winamax, les collabs à droite à gauche. Tout ce que je peux avoir la chance de faire à côté, mais j'ai toujours besoin de trouver 1 heure et demie dans ma journée pour aller transpirer parce que c'est mon kiff, c'est ma drogue. J'aime ça, je trouve ça sain, je trouve que ça véhicule que des bonnes valeurs en fait. Tu vois, quand je vais au CrossFit, et ben on en chie tous de la même façon. Je vais dans des salles où t'as des grands médecins pontes chirurgiens de je sais pas quoi, t'as des employés de la poste, t'as des gamins, t'as des femmes, des hommes, t'as des jeunes, des vieux, il y a tout et au final on fait tous l'entraînement qui est marqué au tableau, alors adapté à ses capacités physiques chacun. Quand moi j'ai une barre à 100 kilos, peut-être que la petite vieille à côté elle aura une barre qui fait 15 kilos, tu vois, mais chacun se démerde à hauteur de ses capacités. Et je trouve, en fait, moi c'est un truc dans le sport qui me plaît, c'est que les choses sont claires, je trouve. On peut pas tricher. Moi, je suis quelqu'un qui suis un peu saoulé du monde de l'entreprise, par exemple, où je trouve que les zones d'ombre sont nombreuses, où tout est un peu flou, parfois un peu fourbe, où tu dois avoir une attitude politicienne. Alors que tu vois, quand tu joues ton match de basket, t'as un score, à la fin, t'as gagné, t'as perdu, et c'est incontestable, en fait, tu vois, c'est blanc ou c'est noir, et si tu bosses à l'entraînement, tu vas gagner et tu seras bon, si tu bosses pas à l'entraînement, tu joueras pas de ton match, tu auras pas de temps de jeu, les choses sont claires et nettes, en fait. Et je trouve que c'est tellement ce que j'aime dans la vie aujourd'hui et qui me semble plus juste dans le monde du sport que dans la vie de tous les jours, dans le monde entrepreneurial notamment. Justement, tu parlais d'amour du sport, amour d'écrire, de lire. À quelle période de ta vie tu te dis, j'aime le sport, j'aime lire, écrire, j'aime raconter. À quel moment tu te dis, moi j'ai envie de raconter le sport? À quel moment cette bascule, elle se fait vers le journalisme? Et est-ce que pour toi le journalisme, c'était uniquement, possiblement dans ta tête, c'était du journalisme sportif et pas un autre? Eh ben non, à la base en fait, alors la bascule arrive très tard. Moi je savais pas ce que je voulais faire. Au lycée, j'étais plutôt bon à l'école, tu vois, ça allait. Je fais mon bac S, la scientifique à l'époque, ça existe plus, je sais, mais je sais même plus comment on appelle ça aujourd'hui. Donc tout se passe bien. Je sais pas ce que je veux faire comme étude. Je suis en seconde, première. On me dit faudrait que tu commences à y réfléchir et tout. Je dis oui, on verra. Je sais toujours pas ce que je veux faire en terminale. Et arrivent ces vacances de Pâques en terminale, donc méga tard, tu vois, on est au mois d'avril déjà. À l'époque, on n'avait pas Parcoursup, là, on pouvait choisir un peu plus tard ses études. Et du coup, dans mon lycée, moi j'étais à La Rochelle, on doit faire un stage d'observation comme plein de gamins font. Et je sais pas pourquoi, moi c'était en terminale qu'on nous demandait de le faire, alors que c'est souvent en troisième. Et donc je sais pas trop quoi faire. Et donc à l'époque, putain, je vais passer pour un vieux con, mais il y a pas trop Internet, tu vois, c'est les débuts de tout ça un petit peu et tout. Clair, ouais. Moi je suis de 85, donc je suis au lycée, c'est en 2003, tu vois, c'est en avril 2003. Et donc moi j'ai pour habitude de lire notamment à l'époque toutes les semaines, il y avait pas encore Reverse, mais il y avait Basket News par contre. À cette époque-là, c'était un hebdo Basket News qui recensait sur du papier journal vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, qui recensait notamment. Moi je suis en championnat de France cadet à La Rochelle, et il y avait à la fin les résultats de tous les championnats de France cadet, ce qui était pour moi le seul moyen d'avoir les résultats des autres poules, etc. Parce qu'il y avait pas le site de la Fédé à l'époque, etc. Et donc je lisais ça toutes les semaines. Et donc, je sais pas, au culot, comme ça, je vois dans ce qu'on appelle l'ours, là où il y a, vous connaissez, vous les gars, mais là où il y a tous les participants, les gens qui créent le magazine, je vois directeur de la publication, un mec qui s'appelle Didier Lecor, avec l'adresse de la rédaction, etc. Et donc, je tente le coup, à l'ancienne, je prends une feuille de papier et j'écris à la main, j'envoie une lettre demandant si ce serait possible de faire un stage, j'adore le journal, etc., etc., machin truc. 5 jours plus tard, je reçois un courrier. Salut Rémi, le fameux Didier Lecor. Pas de souci, tu peux venir chez nous, on t'accueillera avec plaisir, etc., etc. Donc j'étais trop content. Donc moi j'étais à La Rochelle, je monte à Paris, la rédac était à Montreuil. Je suis hébergé par un pote et je passe une semaine là-dedans et je découvre tous ces mecs qui ont fait carrière par la suite. Tous les journalistes que sont, alors ça va parler à certains, Julien Guérino qui est à la Fédé maintenant de basket, qui est attaché de presse de l'équipe de France, Fabien Friconnet. Il y avait plein de mecs comme ça en fait. Tu te souviens, Théo? Ben c'est trop marrant parce qu'on s'est croisés, parce que moi c'est comme ça que je suis rentré dans le journalisme, c'est en faisant un stage chez Basket News les mêmes années,
un stage qui devait durer 6 mois ou 3 mois et finalement qui a duré 1 an. Et après, j'étais longtemps pigiste pour eux. On s'est raté de pas beaucoup. Et tous les journalistes dont tu parles, je vois très bien qui c'est. Ouais, Frédéric Gonella, Friconnet, etc. Ouais, Pierre-Olivier Matigo. C'était toute cette équipe-là, quoi. Et c'était trop cool de les voir. Moi, je vois ces 3 mecs qui bossent là dans un seul bureau. Ils étaient un peu, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils avaient une pièce chacun avec leur téléphone. Et je me souviens d'arriver un jour où Fabien Friconnet était en train de faire un papier sur Pau Orthez à l'époque. Et quand j'arrive, vraiment, quand Didier Lecor me présente, il est au téléphone avec Pierre Seillant, l'historique président de Pau. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop cool. Et je l'entends, ouais, mais président, vous pouvez pas dire que, etc. Enfin bref, il est en train de l'interviewer. Il est un peu dur avec lui. Il le secoue un peu. Pierre Seillant qui est sur haut-parleur, donc je l'entends répondre, etc. Et je me dis, putain, mais c'est trop cool. Le mec est payé pour parler au président de l'Élan Béarnais, écrire un papier là-dessus. Je veux faire ce métier, en fait. Et donc, je reviens de mon stage. Je sais que je veux être journaliste. Mais à ce moment-là, je me dis pas forcément dans le basket. Moi, à la base, journaliste, je voulais être Tintin. Je voulais être reporter de guerre. J'envisageais plein de trucs. Puis en fait, après, je rentre en école de journalisme, je fais mes études, je fais mes stages et je me suis naturellement redirigé vers ce qui est ma passion, qui est le sport et éventuellement le basket, quoi. Ouais, c'est marrant que tu dis ça, Rémi, parce que moi j'avais fait un stage il y a longtemps, donc au service foot de l'équipe, j'étais comme un fou. C'était le service foot de l'équipe à fin des années 80. C'était comme aujourd'hui, hein, je pense qu'il se fait un peu le Graal quand t'es jeune, étudiant et que t'es fan et fou de sport. Moi j'étais fou de foot, ça en était presque maladif, mais et je me suis heurté à la logique d'entreprise. Fin des années 80, c'est le moment où, quand j'y suis, on leur annonce les accrèdes pour partir au Mondial 90 en Italie. Et là, j'arrive, il y avait un jeune journaliste qui s'appelait Pierre Ménès à l'époque. Enfin, tu vois, c'est cette époque-là. Il y a une passation entre les mecs plus âgés, les anciens de France Football, les Jacques Tiberge, etc. Donc, enfin, c'est des légendes ultimes du journalisme de foot. Et donc, je me heurte à ça. Et moi, ça m'a vacciné. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai pas envie de ça. Ce milieu-là, c'est un milieu très dur. Et souvent, moi, c'est une question qu'on me pose. Est-ce que c'est aussi cool en vrai que ça en a l'air et tout? Et c'est ce que je réponds. Le métier, il est en or, c'est fantastique. Tous les trois, là, on a la chance de vivre de ça, de parler de basket, de nos passions. C'est fantastique. Moi, je suis à la télé tous les jours à faire les résumés des highlights NBA. Je veux dire, c'est un bonheur absolu. Mais il faut garder en tête, d'une, que derrière, il y a beaucoup de taf, énormément de taf même, pour tout préparer, tout bosser, qu'on n'y arrive pas sans bosser, ou on dure pas en tout cas sans bosser, je pense, un minimum. Et puis de deux, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et je te rejoins là-dessus, c'est que le monde de l'entreprise est un monde qui est, mais ça c'est valable pour, c'est pas le journalisme en particulier, hein. Je pense que si t'es banquier ou ce que tu veux, ou enfin peu importe l'entreprise, on y a tous droit, hein. Tout le monde doit pouvoir se retrouver un peu là-dedans. Mais le monde de l'entreprise a un côté un peu filou, parfois mesquin, qui est pas aussi clean que je trouve voilà que ce que véhicule le sport comme valeur au départ. Ouais, c'est aussi, je te le dis honnêtement, Rémi, hein, une des raisons pour laquelle, une des nombreuses raisons pour laquelle je t'apprécie, c'est que dans les métiers de l'image, souvent on rencontre plein de gens. Et il y a plein de gens, quand tu les rencontres, ils sont en représentation quelque part, parce qu'ils sont tellement habitués à être face aux caméras, etc. Et je te le dis sincèrement, une des choses que j'ai toujours appréciées, c'est voilà, autant depuis que je te connais, toujours su rester la même personne. Alors, à la télé, bien sûr, tu es en train de faire ton boulot, mais les valeurs qu'on sent, qui sont palpables, que tu dégages face à l'écran, je garantis aux gens qui nous écoutent que c'est les mêmes que tu peux, voilà, qui font partie de toi. Et j'avais une question parce que toi, dans le basket, et je le vois dans NBA Extra, t'es quelqu'un, c'est pour ça que ça matchait bien, t'arrivais à saisir qu'il fallait que tu sois performant individuellement, mais c'était au sein d'un collectif. Moi, un de mes plus grands plaisirs, franchement, c'était quand on était sur un terrain de basket, c'était être à l'opposé de toi quand tu avais la balle au poste bas, parce que je savais que si j'étais démarqué dans une fenêtre de passe, t'allais me trouver et j'aurais un tir en or. Ça, voilà, ça, on s'est vite compris. Et je trouve que dans NBA Extra, on comprend assez bien la manière dont vous jouez votre rôle chacun, mais au service du collectif. Toi, maintenant qui fais un sport individuel dans le CrossFit, est-ce que tu as retrouvé finalement ce côté un petit peu collectif et cette façon d'être performant, mais aussi d'aider les autres à être performants? Eh ben, totalement. En fait, je me rends compte que le CrossFit, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport qui est un mélange de travail de cardio, d'haltérophilie et de gymnastique. En gros, on fait plein de trucs, des burpees, on soulève des barres, on court, on fait du rameur. Voilà, le but c'est de faire péter le cardio en l'air. Et le principe, l'essence même de ce truc, ça fonctionne par cours. Tu réserves ton cours pour 1 heure. On est
sur un groupe de 12 ou 16 selon les salles. Et en fait, tu arrives et tu découvres tous les jours, il y a un tableau où le coach a écrit au marqueur ce qu'on appelle le WOD, le Workout of the Day, c'est-à-dire l'entraînement du jour. Et t'arrives et tu découvres ce que tu vas faire. Aujourd'hui, vous aurez 20 minutes pour faire, je dis n'importe quoi, 100 burpees, 50 tractions, 1000 mètres de course et puis 100 burpees. Tiens, allez hop. Et donc là, tout le monde doit faire pareil. Tout le monde. Et donc, en fait, il y a ce côté, moi, qui est cool, c'est que on sait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on va tous en chier pareil. C'est-à-dire que, oui, pendant 1 heure ou les 20 minutes de l'entraînement, mais avant, on s'étire, on s'échauffe, il y a plein de trucs à faire. Pendant l'heure de l'entraînement, on va tous souffrir de la même façon. On met tout ce qui est côté statut social là sur le côté. Les soucis, on oublie un petit peu parce que c'est vraiment un sport où tu montes dans le rouge, hein, dans le cardio. Clairement, les 20 minutes de l'entraînement, tu les passes à 180 pulsations. Tu vois, c'est dur, c'est vraiment intense. Mais derrière, en fait, tu as cette décharge d'adrénaline qui est et d'endorphine, surtout après le workout, qui fait un kiff supérieur. Et peut-être que certains sont un peu meilleurs que d'autres, vont finir un peu plus vite, et du coup, tu vas encourager les autres, tu les vois, pendant que tu as des mecs qui sont là, allez, dépêche-toi, machin et tout, tu peux y arriver, etc. Tu as des mecs qui encouragent les autres, qui sont encore en train de faire leurs burpees, etc. Et donc, clairement, vraiment, moi, dans le CrossFit, j'ai retrouvé des valeurs, ça a beau être un sport individuel, j'ai retrouvé des valeurs qui me correspondent, mais à 200%. Et alors, moi, je prêche pour ma paroisse, j'aime le CrossFit, donc j'encourage les gens à aller en faire. Mais de manière générale, j'encourage les gens à faire de l'effort physique, quel qu'il soit. Prendre un vélo et aller faire du vélo. Aller sur une piste d'athlé à côté, courir. Prendre un ballon, c'est la base quand même, et aller faire des shoots, tu vois, que ce soit au pied, au foot, ou si vous avez un panier, au basket. Je trouve que c'est beaucoup trop important d'apprendre ce que ça fait, de souffrir un petit peu, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que ça développe dans votre corps le côté positif que ça engendre en fait de faire ça. Et vous avez, c'est pas du tout incompatible avec le fait, tu vois, j'ai des potes qui me disent moi je préfère aller boire des bières. Mais ne vous inquiétez pas que je vais boire des bières aussi, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Au contraire même, c'est parce que je fais l'un que je peux me permettre de souvent faire l'autre. Mais voilà, c'est absolument pas incompatible avec une vie chargée. Je veux dire, moi dans ma salle, j'ai des mères de famille de 3 enfants qui ont un job, tu vois, qui sont de 9h à 18h à leur job, qui doivent aller chercher leurs enfants à l'école, leur faire à manger, les courses, machin, et qui arrivent de 20h à 21h à faire leur crossfit, hein. Donc vraiment, c'est un truc que j'encourage à 200%, quoi. Parce que moi, la première question quand je te vois faire du CrossFit, c'est pourquoi? En fait, c'est ça. Je pense que c'est celle que tout le monde se pose. Mais Surtout oui. quand on te voit, tu partages parfois tes séances et la tête que tu as après, on se dit, mais non, mais ça n'a aucun sens. Tout ça. Et bah justement, c'est ça le truc, c'est que on apprend à prendre du plaisir là-dedans, et que une fois que j'ai fini mon entraînement, tous là, quand le chrono, les 20 minutes là, bim, t'as le chrono qui sonne, c'est terminé, on se jette tous au sol et t'es bien. T'es refait, t'es trop bien. Tu sais que t'as bossé, tu te sens bien. Le soir après, enfin tu rentres, tu prends ta douche. Putain, qu'est-ce que t'es bien dans ton corps, quoi. Tu peux aller bouffer, t'es de bonne humeur, t'es libéré de tous tes soucis de merde de la journée, du bureau, machin qui t'a emmerdé, etc., etc. Tout est parti, y a plus rien, t'es juste bien en fait. T'as envie. Moi quand je rentre du CrossFit, tu vois, hier soir je me suis fait ma séance de 20h à 21h. Je rentre, je me douche, je me fais mon repas et je me mets devant ma télé là. Je mets ma série télé parce qu'il y avait pas de sport hier soir et je regarde ça et je suis bien. Tu vois, je bouffe mon truc devant ma série télé et je suis trop bien. Je vais me coucher, je m'endors direct. Voilà, c'est ça la vie que je veux en fait, quoi. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que tu parles de burpees, ce qui est quand même un enfer, hein. Les premiers que j'ai fait, je pense que ça devait être avec toi, parce que le coach qu'on avait, qui s'appelait Dieudonné, à qui je passe le bonjour, qui était bon pour la préparation physique. Et justement, la préparation physique, on avait fait la première année ensemble. J'avais retrouvé tout ce que tu disais, où c'était vraiment dur. Tous les mardis, en gros, on faisait du physique et du tir. C'était tout. Et on se poussait, je me rappelle qu'on se tirait la bourre les uns les autres. Et c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai de tous les temps où j'ai pu faire du basket, où il y avait une émulation mais positive, où tout le monde se tirait vers le haut parce qu'on savait qu'on allait en chier ensemble. Et c'est littéralement ce que tu décris là sur tes séances de CrossFit, j'ai l'impression. C'est les valeurs du sport, tu vois, c'est ça qui est cool. Quand tu trouves ce truc-là, c'est sûr que les gens qui savent pas, qui sont tout seuls, moi ce que je conseille, c'est quand même de trouver un pote, une pote qui puisse venir avec vous. Pour les gens qui veulent débuter, tu sais, souvent j'entends ça, ah ça me fait chier, j'ai personne avec qui y aller, j'ai pas envie d'aller à la salle. Je comprends, moi, t'as pas envie d'aller tout seul à Fitness Park, t'arrives, tu vois tous ces Golgotes là en train de faire leurs biceps devant le miroir, c'est pas hyper excitant, quoi, ça te donne pas très envie, c'est pas hyper accueillant. Donc moi ce que je conseille, c'est de trouver quelqu'un avec qui se motiver pour faire quelque chose, de pas être tout seul, et de deux, j'encourage vraiment les gens à aller vers les cours collectifs, que ce soit dans un club de basket, de foot, de rugby, d'aviron, de ce que vous voulez, ou si vous allez en salle de sport, dans les fitness parks, ils font des cours, hein, des cours de ce que vous voulez, j'en sais rien, les cours de HIIT, de body pump, de cuisses abdos fessiers si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais le fait d'avoir des gens à côté de vous qui vont en chier comme vous, et ben vous allez voir que ça va développer un truc en fait.
Et du coup, on a parlé Je suis pas de du tout la manière convaincu, dont moi, je sors de là. Merde. t'es pas convaincu, Pierre. Si, j'aimerais tellement être convaincu, mais ça me fait tellement peur ce truc. Quand Je pense quand qu'il ouais. Pierre, c'est plutôt le bouquin sur les bonnes adresses pour aller manger. Je pense que c'est Non, c'est plutôt pas du ça tout qui ça, va mais te c'est vrai que parler. non, Bah, mais c'est justement une fois que tu auras fait ton body pump que tu pourras aller bouffer ton burger et être très bien dans la foulée. non, Voilà. mais tu sais que c'est une erreur de se dire toujours, quand on a l'habitude de faire des sports collectifs et de courir après un ballon, une balle ou quoi que ce soit, de se dire qu'il y a un côté moins ludique en fait Mm. dans ces activités-là. Moi, j'en Mais suis l'exemple parfait. Hein. le fait d'être en groupe, justement, peut rendre la chose beaucoup plus agréable. Le fait de se dépasser ensemble, bah, après de trouver des partenaires qui font ça, de voir certains enfin, d'encourager les autres à progresser. Toi, on t'encourage toi à progresser, c'est sûr. Mais je pense que le cap, il se passe quand il y a le côté collectif qui se fait. Et ça, c'est pas, parfois dans certaines villes, c'est pas facile forcément à trouver, quoi. Mais non, mais bien sûr, mais ça je l'entends, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer de se trouver quelqu'un avec qui Évidemment. motiver pour y aller, et deux, aller vers des cours collectifs. Moi j'en suis l'exemple typique, hein, j'ai passé 20 piges de ma vie à jouer au basket à un niveau correct, puisque j'ai joué jusqu'en National 2 plusieurs saisons, mais j'étais nul à chier en prépa physique à l'époque, tu demanderas à Théo, moi quand on faisait de la piste, alors on n'a pas fait de piste ensemble avec Théo, mais beaucoup de salles par contre, j'étais toujours le dernier en cardio, j'ai toujours été mauvais, je sais pas, j'ai pas un gros moteur de nature, etc., j'aimais pas ça, voilà. Mais j'ai découvert en fait ce kiff. J'ai fait la transition d'apprendre à prendre du plaisir avec un ballon à apprendre à prendre du plaisir sans ballon en fait. Et en vrai, moi j'entends souvent, j'ai des potes à NBA Extra qui me disent ah pour moi le sport c'est du ballon, c'est avoir un ballon, sinon c'est de la merde. Bah il Non, faut non, se c'est pas ce trouver que je un dis, peu autre chose. attention. C'est pas du tout ce que je dis. C'est justement Non, quand on a cette habitude-là, on a du mal peut-être à s'engager ou à se pas de comprendre le bénéfice de la pratique, bien sûr, mais quand tu fais du basket ou un sport de ballon, c'est une sorte de passion en fait. mais C'est oui, bien sûr. maladif. Ou de balle, hein. C'est comme le golf ou des choses comme ça. Ça peut rendre cinglé, hein. Il y a tous les sportifs de haut niveau le disent après. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est de trouver cette passion. Mais c'est une passion de se dépasser. Et c'est là où tu as raison. Et je pense qu'elle te vient quand tu la démarres. Sans doute. Et du coup, on a parlé de ton passage au journalisme. Je serais curieux de savoir comment t'es venu de faire ta carrière, la carrière journalistique qu'on connaît, à celle de te mettre à écrire. Et est-ce que tu avais des références, toi? Est-ce qu'il y a des auteurs ou des bouquins, tu vois, qui t'ont marqué au point que tu te dises, pas forcément que tu veuilles faire la même chose, mais voilà, des espèces de modèles en termes des repères, quoi. Bah moi j'ai grandi en lisant l'équipe tous les jours. Mon papa a acheté l'équipe, alors peut-être pas tous les jours, mais au début quand j'étais gamin, tous les week-ends, en tout cas je me souviens, parce que la semaine il partait au travail, moi j'allais à l'école, etc. Mais tous les week-ends il achetait l'équipe le samedi, le dimanche, et je lisais ça, j'ouvrais ça, je trouvais ça trop cool. Voilà, je regardais tous les résultats, le foot, tout, le rugby, bien sûr le basket. Je trouvais ça chouette. Quand je me suis mis à jouer au basket, je suis arrivé tard, moi dans le basket, j'ai commencé à 13 ans, ce qui est tard hein, pour plein de gamins. J'ai commencé à plonger là-dedans et je lisais tous les magazines et surtout je demandais à ma mère chaque année de m'acheter à l'époque à Noël le livre d'or du basket. Ah bah Tu sais, oui. il y avait chaque année il y avait le Institution. livre d'or qui sortait et chaque année j'avais le livre d'or, je disais ça, je trouvais ça trop cool, etc. Euh, donc j'ai plein de petits éléments comme ça, tu vois, qui m'ont amené petit à petit à ça et moi quand j'ai commencé dans le journalisme, bah quand tu fais l'école, le journalisme, ce qui est la base, c'est d'apprendre à écrire. En télé, les gens ils pensent que parce qu'on est en télé on n'écrit pas, mais la télé, ça s'écrit en fait aussi. Moi, j'ai donné des cours là pendant 5-6 ans en école de journalisme. J'ai arrêté l'année dernière. Euh, il faut apprendre à écrire pour la télé. C'est pas parce qu'on parle à la télé ou à la radio, encore plus à la radio d'ailleurs, que on n'écrit pas. C'est juste une écriture différente. C'est ça le truc. Moi, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance, parce qu'une opportunité s'est ouverte un jour d'écrire des bouquins, j'ai sauté dessus. Et j'ai pris ce kiff-là de me retrouver seul avec mon ordi là face à moi-même et à écrire sur une page blanche un document Word. Là, il commençait à taper un petit peu. Et, euh, et c'est long, c'est parfois laborieux. Il y a plein de fois, bah, tu dois connaître ça, Théo, dans tes bouclages. Il y a plein de fois où tu as envie d'envoyer chier ton ordi, de dire oh vas-y, ça m'emmerde. J'en ai marre là d'être tout seul depuis 4 heures à taper sur mon ordi, j'en peux plus. T'as qu'une envie, c'est de sortir. Mais en vrai, c'est un peu comme dans le sport, et c'est pour ça que je vous dis que ces valeurs du sport, elles sont applicables à la vie de tous les jours. C'est comme au sport, à l'entraînement, bah tu bosses dur pour que ton match il se passe bien, pour que tu aies ton temps de jeu. Bah là c'est pareil, tu vois le bouquin de Jack Monclar, ça m'a pris un temps fou à écrire, mais vraiment un temps fou à écrire. Il y a plein de fois en cours de route quand j'écrivais les chapitres 3, 4, 5, 6, je me disais putain, mais dans quelle merde tu t'es embarqué encore, pourquoi tu t'es relancé là-dedans, etc. Et maintenant qu'il est sorti, j'en suis tellement fier, tu vois, je suis tellement content d'avoir bossé comme ça. Les gens qui me disent ah c'est trop cool, je reçois plein de messages sur Twitter, Insta.
Et en vrai, alors putain, je veux pas faire le philosophe de comptoir, mais c'est une belle allégorie de la vie. Je me dis que quand tu bosses, t'as des choses bien qui t'arrivent en général, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe là avec l'écriture, quoi. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a un parallèle entre ce que tu disais sur le sport et l'écriture, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a des moments t'as pas envie, il y a des moments t'as pas l'inspiration, il faut quand même te forcer en fait. Et qu'à partir du moment où tu te forces, en fait, il faut accepter parfois d'être mauvais même. Bien sûr. T'écris, c'est nul ce que t'écris, et puis au fur et à mesure, bah, quand même, tu te trouves un petit rythme, etc. Après, tu peux revenir, retravailler sur ce que t'as fait au début, le modifier, l'améliorer, comme quand toi, tu vas à la salle ou tu vas à l'entraînement. Des fois, c'est pas le bon soir, en fait. Mais même si c'est pas le bon soir, le fait d'y être allé, il y a une valeur à ça, et derrière, c'est toujours payant. Donc, je te rejoins à 100% sur ce que tu dis, Rémi. Mais oui, c'est une discipline à avoir et qui est applicable dans la vie de tous les jours. Mais enfin, je ne prends toutes les précautions, je ne me compare pas du tout. Mais Kobe, il a fait des 0 sur 12 au tir, hein, et c'est voilà. Et pourtant, il continue de prendre ses tirs, il continue d'aller bosser le lendemain et il continue de jouer au basket. Et bah oui, bah ce que tu dis, c'est vrai. Et c'est vraiment une philosophie qui, je pense, est applicable dans la vie de tous les jours à Monsieur Tout le Monde au taf. Bah oui, il y a des jours où ça nous emmerde, il y a des jours où on comprend pas ce qu'on fait, il y a des jours où on n'est pas content parce que notre chef nous a pas validé un projet. Et ça m'arrive tout le temps, hein. Croyez-moi, je passe ma vie à saouler ma hiérarchie, à leur proposer des trucs, des tournages, des interviews, des machins. Ils me disent non 8 fois sur 10, ça m'emmerde, j'ai envie de tout envoyer péter, etc. Mais t'as raison que cette discipline, en fait, à laquelle on s'astreint. Tu vois, quand nous on joue au basket, Théo, je crois qu'on s'entraînait 2 fois par semaine à l'époque avec Sharon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bah ouais, il y a certains mardis soirs à 20h30 au mois de novembre, il fait nuit, il fait froid, il pleut, c'est relou, t'es chez toi à 19h, tu te dis oh, ça me fait chier d'aller à l'entraînement. Mais en vrai, si tu t'astreins à cette discipline, et bah tu vas jouer le week-end, et bah tu auras plus de chances d'avoir du temps de jeu, tu auras plus de chances de gagner des matchs. Et c'est un cercle un peu vertueux en fait. Il faut moi le sport pour moi c'est une école de la vie en ça, c'est que ça t'apprend à être un peu rigoureux, à être discipliné et à surtout en voir les bénéfices derrière quoi. Alors, c'est marrant que tu parles de Kobe parce que ça fait donc, ça fait quoi? Ça fait 13 ans ou 12, ça fait 10 ans d'NBA Extra, ça va faire 10, 11 maintenant? C'est Alors, on quoi, a commencé 12e? en janvier Plus 2013, même. on va commencer la 14e saison là. 14e saison, donc ça doit faire autant de temps qu'on te suit, qu'on te voit. T'es quelqu'un, Théo l'a dit, d'assez solaire dans ta manière de présenter les choses, ton enthousiasme, ce côté d'être comme un enfant à chaque fois que tu découvres une nouvelle saison, même chaque émission, un nouveau highlight, une nouvelle superstar qui monte. Et pourtant, moi, le souvenir que j'ai de toi de télé, c'est ton visage, enfin, voilà, un enfant dévasté par le chagrin après le mois de janvier 2020 où tu annonces la mort de Kobe. Ouais. Et c'est une question que j'avais envie de te poser. Des souvenirs, tu en as donc des centaines aussi extraordinaires les uns que les autres. Est-ce que finalement, ce direct-là, cette émission-là, c'était la question que j'allais te poser, quelle est ta plus grande émission? Est-ce que c'est pas celle-là finalement où vous lâchez tout, tous ensemble et où d'un coup, vous êtes de nouveau, vous avez 4 ans et vous êtes des passionnés, des amoureux de basket à parler juste de ça, quoi. Il n'y a plus de business, il n'y a même plus de sport. On est là tous ensemble à rendre hommage à un des plus grands joueurs de tous les temps. C'est quoi ton plus grand souvenir de direct alors en ce moment? Bah, j'ai pas de souvenir plus fort en tout cas que l'annonce ce dimanche soir terrible du décès de Kobe. C'est marrant que tu fasses le parallèle avec l'enfance parce que Jacques il en parle dans le bouquin de ce moment-là et il a la meilleure analogie, je trouve. Il dit dans ses mots, hein, quasi mot pour mot, je pense qu'il dit le soir de Kobe, t'étais comme un enfant à qui on annonce que le Père Noël n'existe pas. C'est ça? Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, Kobe, c'est mon idole. C'est le mec qui m'a fait aimer le basket. J'ai eu la chance de le couvrir pendant 3 ans à Los Angeles, 3 ans de vie à Los Angeles. J'ai eu la chance de l'interviewer très longuement après sa retraite en 2017 quand il est venu à Paris pour Nike. J'avais des liens forts. Alors, je dis pas que enfin, Kobe savait qui j'étais parce qu'il m'avait vu pendant 3 ans à Los Angeles à l'entraînement, mais je dis pas que j'étais intime avec Kobe, pas du tout, loin de là. Mais juste moi, il représentait un truc pour moi. Et donc ce soir-là, quand on apprend le décès de Kobe, mais vraiment 20 minutes avant de passer à l'antenne pour un SNL qui devait être un SNL cool, en plus c'était le lendemain, enfin le surlendemain du premier match NBA à Paris. Vous savez, c'était le surlendemain du Charlotte-Milwaukee là, 2020 là où la NBA venait jouer en saison régulière à Paris. Et donc on avait prévu un SNL trop cool avec plein de trucs sympas, ça devait être fun. Et là, on se prend une claque terrible. Et oui, t'as raison, c'est le souvenir le plus fort que j'ai moi. On n'était même pas dans l'hommage. Enfin, on a essayé d'être dans l'hommage, mais moi, je suis même pas dans l'hommage. Tu sais, j'étais un être humain basique. J'étais comme tout le monde, en fait. Tu sais, les 7 étapes du deuil. Moi, j'étais encore à ce moment-là. Je suis encore dans l'étape du déni. En fait, je suis la première. Là,
Non, mais non, c'est pas possible. En fait, c'est une erreur, c'est des fake news. Il se trompe. Non, il est pas mort. C'est pas lui. Il y a quelqu'un d'autre. Enfin, donc oui, non, j'ai pas de. Bah d'ailleurs, je crois que ça se retrouve pour ceux qui connaissent pas. Je crois que c'est sur YouTube encore. On me l'a envoyé il y a pas longtemps. Il y a cette prise d'antenne qui est terrible. Où moi, je m'en souviens. Où bon bah, je suis installé sur ma place de présentateur du canap, enfin du SNL, sur mon fauteuil. Sur le canap à ma droite, il y a Singleton, Miku et Votion. On a tous mis dans le canap parce que là, on sait que c'est trop important. Il y a personne en cabine commentaire. On sait qu'on va pas commenter le match du dimanche soir. Et je me souviens, donc, comme d'hab, il y a le mec en plateau qui me dit attention, antenne dans 3, 2, 1, ça vient vers moi. Et je suis tout rouge, j'ai les yeux pleins de larmes, etc. Et je dis bah, bonsoir à tous. On est alors je veux plus dire de bêtises, je crois que c'est le 26 janvier. 26 janvier. Et on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère. On va essayer de garder l'antenne pour en parler. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai des sanglots qui montent en moi et j'arrive plus à parler. Et tu vois, je retiens le truc et je dis Xav. Et heureusement, tu vois, tu parlais de collectif Théo tout à l'heure. Bah là, on était une équipe soudée à 100% parce que Xav, en un coup d'œil, il comprend. Et donc, c'est lui, il est, je pense, peut-être plus fort que moi. J'en sais rien là-dessus, Xav, mais sur ses émotions. Et donc, la caméra bascule sur lui. C'est lui qui reprend la main. Bon, bah, on va garder l'antenne pour vous parler de la carrière de Kobe Bryant, etc., etc., vous donner les infos. Et là, moi, je me suis effondré. Bon, je me reprends après en cours de route, mais oui, c'est clairement l'antenne la plus forte que j'ai jamais connue. Mais en plus, Théo, je sais pas pour toi, mais toi qui recevais peut-être les infos différemment, mais je pense que pour 80% des fans de NBA, on l'apprend avec toi. C'est toi qui nous le dis, en fait. C'est toi qui nous l'annonce. Bah en fait, ce que j'ai eu moi, c'est que j'ai eu, comme tout le monde, c'est la pleine période de Twitter, tout le monde l'apprend par Twitter. En fait, déjà à ce moment-là, il y a TMZ qui tweet, puis CNN, puis etc. Et donc ça se confirme petit à petit. Et donc en fait, moi j'ai eu des centaines, mais littéralement des centaines, si c'est pas des milliers, de messages, tu vois, de la communauté basket qui m'écrivaient en me disant. On a vu sur Twitter, ils étaient comme moi, on n'y croyait pas, on a allumé Bein parce qu'on savait que c'était le SNL, et donc on t'a vu en pleurs et on a compris. Tu vois, en gros, les gens disaient ça. Et donc ils me disaient tous, on est resté avec toi, et grâce à vous, on a su que c'était malheureusement vrai, quoi. Oui, puis en plus, il y avait une angoisse, Théo, je pense que tu t'en rappelles, surtout de savoir qui était avec lui. Une fois qu'on avait entendu qu'il lui était parti, de savoir qui était avec lui, parce qu'il y a eu des rumeurs qu'il y avait toute la famille, puis qu'il y avait Rick Fox, puis qu'il y avait juste tous les enfants, et puis finalement, bon, ça a été confirmé qu'il y avait que sa fille avec lui, que sa fille était avec lui. Moi, le plus gros coup, c'était ça. J'avais une fille du même âge, et moi, je crois que c'était l'instinct justice tu sais qu'avec ultime. le recul, alors c'est terrible de dire ça évidemment, et vous savez à quel point j'aime Kobe, et bien sûr que c'est horrible, sa fille Gianna, gamine de cet âge-là, tellement prometteuse. Et en plus, pour les gens, moi je pense aujourd'hui, avec un peu de recul, tu vois, quand tu penses de manière un peu pragmatique, je pense qu'on peut se le permettre, c'est pas manquer de respect, c'est un coup terrible pour le basket féminin, ce qui s'est passé, dans le sens où sa fille Gianna était une amoureuse de WNBA et de basket féminin, de la vie de tous, elle avait un vrai talent pour ça. Kobe qui passait sa vie à l'emmener à aller voir des matchs de WNBA, etc. Alors la WNBA se développe magnifiquement aujourd'hui avec les Caitlin Clark, Paige Buckers et compagnie. Mais si Gianna Bryant, imaginez une seconde, était pas montée dans ce putain d'hélicoptère, approcherait aujourd'hui de l'âge où elle commencerait à se rapprocher petit à petit d'aller passer en pro à la draft, etc., etc. Imaginez un petit peu le buzz sur le basket féminin qu'il y aurait eu de voir Gianna Bryant en WNBA avec Kobe qui irait voir tous ces matchs. Vous vous rendez compte un peu le coup de projecteur que ça aurait été sur la WNBA ? Ouais, c'est clair. Et en plus, il était devenu hyper actif dans la promotion de la WNBA, du basket féminin. C'est marrant parce que Kobe, moi, j'ai vraiment... Enfin, j'ai jamais été fan du gars, ni particulièrement du joueur, que j'ai toujours respecté. C'est sur la fin de sa carrière, vraiment, que j'ai commencé à de plus en plus l'apprécier, parce que j'avais l'impression qu'il lâchait un peu plus de choses, il me paraissait, à moi en tout cas, petit peu plus authentique sur la fin de sa carrière, et j'ai beaucoup aimé son après-carrière. Et comme toi, Pierre Armand, ce jour-là, je me rappelle, pour le coup, j'étais pas devant NBA Extra parce qu'on s'apprêtait à regarder un film en famille avec mes enfants, et c'est Alma Missouma, l'un de mes associés qu'on a reçu pour nous parler du K54, qui nous a envoyé un texto, et comme vous, en fait, je me disais, c'est pas possible, ça peut être qu'une erreur.
c'est impossible que ça soit ce mec-là qui soit arrivé ça. Derrière quand on a compris qu'il y avait sa fille dedans, moi comme toi Pierre Armand, c'est ça qui m'a encore plus profondément touché personnellement, hein. C'est bête, même s'il y avait d'autres personnes dans l'hélicoptère, hein, qu'on n'a pas cité, ses coéquipières et puis les parents de sa coéquipière, Bien sûr. de Diana, je veux dire, pardon. Mais par contre, ce qui était fou, c'était effectivement, moi, la comparaison, tu vois, tu donnais celle de Jacques Monclar. Le seul souvenir que j'avais, moi, c'est la mort de Coluche, que j'ai appris à la télé. J'étais gamin, j'avais la télé depuis pas très longtemps. Et c'était ce truc de comment c'est pas possible, en fait, de pas accepter d'être dans le déni, comme ce que tu disais, Rémi, et derrière, de se rendre compte que ce mec-là, en fait, il avait été dans ma vie, en fait, depuis 20 ans, fan ou pas, c'est un mec qui était dans ma vie tous les jours, en fait, où je regardais ses box scores, il y avait ses performances, ses contre-performances, et c'est vrai que il a laissé un grand vide, en fait. Même, et je parle pas simplement aux fans de basket ou aux fans de sport, mais il a laissé un grand vide parce que c'est quelqu'un qui remplissait l'univers basket de sa présence depuis plus de 20 ans, quoi. Et ça, c'est un truc que les gens qui sont pas dans le basket ne comprenaient pas. Et j'ai eu quelques messages de gens qui me disaient, mais pourquoi tu pleures? C'est pas ton pote, Kobe, tu vois, on pleure, tu vois, et j'avais des comparaisons terribles. T'as des gamins qui meurent tous les jours en Afrique, pourquoi tu pleures? Enfin, tu vois, les gens manquaient de sensibilité, certains, de manière terrible, et ne réalisaient pas qu'en fait, on a le droit de pleurer pour la mort d'une de ses idoles sans que ce soit nécessairement un proche, en fait. C'est ce que tu dis, c'est cet espace qu'il emplissait dans nos vies et dans nos vies de tous les jours, en fait, qui est devenu, en fait, un trou béant, et je veux dire, on n'a pas justifié de ses chagrins de toute façon, hein, mais les gens avaient besoin de comprendre ça et certains ne le comprenaient pas en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis. Je me rappelle avoir fait une playlist pour Radio Nova suite à la mort de Kobe pour le Nova Club de David Bio, et qui recevait JP Manova, Erwan et Thomas, puisqu'il avait demandé aussi sur Nova, c'est pas des spécialistes de sport, donc ils avaient demandé à deux spécialistes de venir. Donc j'avais préparé cette playlist un petit peu particulière, mais tu vois, même sur Nova, on avait 3 jours après reçu quelqu'un pour parler de cette histoire, parce que les gens, justement, c'est des novices, comprenaient pas pourquoi c'était, les gens semblaient si tristes. Mais c'est pour ça que quand les gens, alors à une autre, on n'est pas sur le même degré, attention, hein, puisque là on parle d'une retraite et on parle pas de quelqu'un qui s'en va définitivement. Mais quand les gens râle parce que LeBron n'a pas annoncé qu'il prenait sa retraite et tout, mais profitons, quoi. Mais ça fait 23 ans que le gars, on vit alors pour le coup au quotidien avec lui. Mais pourquoi avoir envie que ça s'arrête? Moi, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Alors, surtout au niveau où il est. T'as pas, enfin, c'est limite, c'est ton pote, LeBron au quotidien, avec ton pote avec qui tu as envie de te disputer, hein, qui a envie t'as envie de dire tu fais chier, j'ai plus envie de te parler pendant 15 jours, peut-être, mais enfin, je comprends qu'on est, tu vois, ça aurait dû être une leçon de profiter et de continuer à profiter au quotidien de la grandeur qui nous entoure, parce que c'est ça, c'est des personnages qui pendant 20 ans nous ont tenus en haleine quotidiennement. Et en effet, même Diana, on l'a vu presque, enfin, on l'a vu naître, on l'a vu grandir, et je pense que c'est ça qui nous avait beaucoup touché aussi, de la voir tous les jours dans les bras de son père, toutes ces fameuses scènes, pour moi, des images que je garderai en mémoire toujours, c'est les moments où on les voit discuter sur le bord du terrain, où il lui explique, tu vois, et elle comprend, on lui explique des systèmes, quand ils sont allés voir des matchs de WNBA, c'était cette connexion. Et c'est la même connexion qu'on peut voir avec LeBron et ses enfants. Donc, je trouve ça assez formidable qu'on puisse profiter de ces choses-là encore, au maximum, à fond. On va enchaîner sur nos rubriques, peut-être, Pierre Armand? Bah ouais, carrément. Alors, ouais. Juste avant, ouais, je rappelle donc le livre, donc Jacques Monclar, Bonjour, bonsoir, mes vies racontées à Rémi Reverchon, et c'est Road Trip Food, pardon. Donc les deux sont disponibles chez Amphora. C'est disponible, hein, déjà, Pierre Armand. Pardon, Rémi, on n'est plus au stade des préventes là. Les deux sont sortis. Bonjour, bonsoir, il y a quelques temps. Road Trip Foot, il y a à peine une semaine. Vous retrouvez les deux partout dans les petites librairies de quartier. Faites-les bosser plutôt que l'ogre Amazon, ouais, et vous ferez une bonne action. Est-ce qu'on peut lire Road Trip Food sans avoir lu Road Trip NBA? Ah oui, tout à fait. Road Trip Foot, alors il y a de la culture comme d'hab, comme j'en mets à chaque fois. Il y a de la musique, des playlists, etc. Mais c'est avant tout un livre de recettes, hein. Donc tiens, regarde, pour ceux qui ont fait un pad, un Tony Dog. Allez hop, c'est l'heure. Voilà. Il est beau celui-là. Justement, tu parlais de musique. Rémi, on t'a demandé de te plier à nos petites rubriques et nos petits jeux habituels. Quel est le morceau qui t'a bien tapé dans l'oreille cette semaine ou ces derniers temps?
Ah, alors j'avais pas du tout bossé le truc, mais pas de souci, je passe ma vie de toute façon avec Spotify dans les oreilles, donc avec plaisir. Est-ce que c'est forcément un truc américain ou ça peut être... Pas du tout. Surtout, C'est ce que surtout tu veux. pas. Même Ok. pas. Nouveauté ou pas nouveauté, tout comme tu veux. Le morceau Et qui bah te fait sachez kiffer que en ce moi en moment. ce moment depuis quelques temps en plus j'ai sympathisé avec le mec qui est adorable, j'ai un kiff pour un rappeur là français qui s'appelle Giorgio. Qui est en plus très proche du basket, qui est très pote avec Nico Lang du CSP Mhm. Limoges, qui regarde la NBA tout le temps, etc. Et il sort, je sais pas quand vous publiez la vidéo, mais le 10 octobre, ce qui est demain pour nous quand nous tournons la vidéo, il sort son nouvel album qui s'appelle Gloria, qui est une tuerie. Il y a son single La Vendredi 13 qui est dessus. Qui est une chanson magnifique qui me touche beaucoup parce qu'il parle de son papa qui vient de mourir. Et bref, c'est un rappeur de talent fou. Écoutez Giorgio, c'est un bonheur. Très bon choix. Pierre Armand, est-ce que toi, t'avais un coup de cœur cette semaine musical? Ouais, gros coup de cœur, Théo. Je t'ai envoyé il y a pas longtemps. On s'envoie toujours avec Théo des petites recommandations que Théo n'écoute jamais, je le sais, parce que c'est un crevard de première. Donc Tellement je pas fais vrai. exprès. Non, en Angleterre, il y a un groupe qui s'appelle The Milk, Théo, et je t'ai envoyé leur dernier album qui s'appelle Borderlands, qui est sorti et qui est pour moi un des meilleurs albums de l'année. C'est comme si tu avais un des frères Gallagher qui chantait sur une bande originale des New Morricone. C'est cinématique à souhait comme on l'aime. Il y a de la soul, ouais, un croisement entre les Daptones, un peu de rock anglais et de la musique cinématique. Donc c'est absolument génial. Et tout ça croisé avec un peu de Jefferson Airplane et de musique psychédélique des années 70. C'est merveilleusement monté, c'est très intelligemment produit. L'album s'appelle Borderlands et nous, ce qu'on a kiffé, Théo, on l'a kiffé autant que moi, le morceau I Need Your Love, qui était le track of the week dans Hangtime cette semaine, où on avait reçu justement un autre anglais qui s'appelle Joe York, qui a sorti un super album qui s'appelle Hopeless, que je vous conseille d'aller écouter aussi si vous aimez la soul anglaise et le reggae, avec une petite voix de falsetto que Théo tu as adoré. Mais donc voilà, The Milk, Borderlands, et allez continuer à écouter tout ça. I Need Ouais. Your Love, il est là. En plus, la pochette est très belle. J'attends mon édition vinyle qui devrait arriver bientôt d'outre-Manche, qui m'a coûté un braquage, mais ça vaut largement le coup. Et quand tu m'avais envoyé le morceau, Pierre Armand, tu m'as dit c'est parfait pour prendre la route vers les vacances. Et c'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est Petit exactement rayon de ça. soleil, prenez la route avec ça, c'est parfait. Moi, Génial. mon morceau de la semaine, c'est un tout nouveau morceau de Black Thought qui annonce un nouvel album avec le producteur Danger Mouse que vous connaissez certainement, notamment le Mhm, producteur du groupe Gnars Barclay. Et le mhm. premier morceau de leur album commun à venir s'appelle Up. C'est voilà la suite de leur projet précédent qui était sorti il y a 3-4 ans, je crois. Donc ce premier morceau qui m'a tapé dans l'oreille directement, Black Thought, c'est quand même l'un des meilleurs rappeurs all-time. Je pense c'est incroyable le charisme et le talent de ce gars-là. Donc je vous encourage à aller écouter ça. Et le plus grand freestyle radio de tous les temps, hein. Ouais, ça c'est clair. Allez C'est clair. regarder Freestyle Black Thought sur YouTube et Ouais. vous allez vous rendre compte qu'après vous pourrez plus rien regarder. Mais il sort sous quel alias Black Thought et Danger Mouse ou Ouais, ouais, je c'est pas, crois il y a pas de nom comme leur album particulier. précédent. Non, non, non. D'accord. Ok. Rémi, est-ce que tu as eu un coup de cœur cette semaine, qu'il soit série, bouquin que tu aurais pu lire ou en Alors, général? je peux vous faire ma vie entière. Je lis, on aime, on n'aime pas, on a le droit, mais je lis le bouquin en ce moment je l'ai acheté là. Je suis parti voir ma famille au Luxembourg, donc pour le train, je l'ai acheté. Je l'ai pas terminé, mais presque. Le bouquin d'Éric Dupond-Moretti là, qui raconte son passage à Place Vendôme là en tant que ministre de la Justice. Donc, je suis en train de lire ça en ce moment, si vous voulez tout savoir. Je viens de finir un grand classique de la littérature américaine que je voulais lire depuis longtemps. C'est Kerouac sur la route. Mhm. On the road, donc j'ai enfin rattrapé ce manque-là à ma culture. Et sinon, au niveau série, ça se passe plus en Asie pour moi. Je suis en train de regarder la dernière saison d'Alice in Borderland, si vous voulez tout savoir, que j'aime beaucoup, qui est pour moi est bien au-dessus de Squid Game, par exemple. Voilà. Ok, Théo? bah dis-moi que ça fait une belle série. Bah écoute, c'est marrant, tu parlais de Nicolas Lang tout à l'heure. Moi, c'est le podcast il a un podcast qui s'appelle Mauvaise Langue et il a reçu récemment Vincent Collet pour une interview, enfin voilà, une discussion de plus de 2 heures et que j'ai trouvé passionnante. Vraiment, on sait à quel point Vincent Collet, enfin, on connaît toutes ses qualités, mais voilà, c'est précis dans les propos. Il y a pas mal d'anecdotes, il y a des choses passionnantes sur la manière dont il a évolué, même dans son coaching au fil de ses années, de ses saisons. Donc voilà, le podcast s'appelle Mauvaise Langue. C'est Nicolas Lang qui anime ça et c'est l'épisode avec Vincent Collet qui est vraiment top.
Moi, je reste dans les bouquins, deux BD, une un peu plus dure que l'autre. Est-ce que vous connaissez l'autrice Magali Le Huche, qui, alors, si vous aimez les livres pour enfants, qui est la dessinatrice d'une série qui s'appelle Paco. Alors, Paco, Théo, que tu connais, tu sais, les livres musicaux sur Oui, Paco oui, et je le vois très bien. jazz, Paco, etc. Et elle a écrit aussi un bouquin pour enfants qui s'appelle Poisson-Fesse. Et là, elle raconte quelque chose de plus dur, un livre qui s'appelle Punk à Sein, où elle raconte son expérience du cancer du sein. Donc, on en a beaucoup parlé cette semaine, hein, avec toutes les manifestations et les choses qui sont en rapport avec ça. C'est un bouquin absolument magnifique qui démarre. C'est son expérience personnelle là-dessus. Euh, c'est super. Voilà, il y a toujours l'ombre de la maladie qui est derrière elle de cette manière. Sa manière de pas de l'anticiper parce qu'elle le prend plein fer, mais de vivre avec et d'anticiper la suite. Et ce qui est le fil rouge de cette bande dessinée, c'est qu'elle rencontre d'une manière complètement fortuite, dans sa tête en tout cas, elle a un discours, un dialogue permanent pour traverser cette épreuve avec Joe Strummer, qui est le chanteur des Clash. Mm. En fait, elle rencontre cet ami imaginaire par la voix de Joe Strummer en permanence qui lui parle. Et donc, si vous connaissez les Clash, vous reconnaissez ici l'écriture de London Calling, ici, de cette fameuse pochette des Clash. Voilà, je trouve que c'est essentiel de lire ça. Ça s'appelle Punk à Saint. Le titre est génial également. C'est merveilleux. C'est une merveilleuse histoire, pleine d'espoir, bien sûr. Et puis, puisque nous, on aime bien retourner en enfance, c'est le retour, les copains, de Picsou. Et Oh, voilà. Et incroyable. Picsou est de retour, et Picsou et les Bitcoin-coins. Voilà, Picsou. Excellent titre. Voilà. Picsou perd toute sa thune et se retrouve endetté à cause de la crypto-monnaie et ruiné par un autre milliardaire fait sur le tard qui ressemble étrangement au président d'une marque de voiture et ancien ministre d'un gouvernement qu'on n'aime pas. Mais voilà, donc Picsou et les Bitcoin-coins, ça vient de sortir avec les dessins de Keramidas et avec Jules au scénario, Jules de Lucky Luke, de Silex and the City, les nuances de grec, etc. 50 nuances de grec. Donc voilà, c'est assez grinçant, c'est très marrant, et puis c'est rigolo. Il y a tout le monde, Riri, Fifi, Loulou, qui sont devenus des influenceurs, et les Raptous qui sont devenus des hackers. Donc tous les personnages sont là pour vous permettre de retourner. Il y a même Géo trouve tout ici. Picsou est de Incroyable. retour. Excellent. Bon, bah, je pense que on va terminer là-dessus, peut-être, Pierre Armand. Rémi, merci encore d'avoir été notre invité aujourd'hui, hein. Franchement, c'était un plaisir de parler avec toi. Merci encore du temps que tu nous as accordé en tant que rédacteur en chef exceptionnel, notre MOOC French Touch. Plaisir. Voilà, au-delà de l'interview, vous verrez, Rémi, il a donné son avis sur tous les grands sujets qui émaillent ce numéro. Pierre Armand, merci pour tout, comme d'habitude. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode Mais oui, de avec un Culture. grand Bah, plaisir, et merci à Rémi qu'on retrouve là. La saison pour lui va bientôt commencer, déjà sur NFL Extra, où il est toujours aussi pertinent, et la suite arrive dans une dizaine de jours, et là, ça va démarrer très très fort. Eh ben, passez une merci à excellente Théo. semaine. À Salut. bientôt. Ciao Rémi. Merci.